Remarkable. 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 Pendant 40 ans, j'ai exercé la gynécologie obstétrique en Corrèze. Puis, très rapidement, dès les premiers mois de ma retraite, une maladie cardiaque m'a valu la pose d'un pacemaker. C'est donc confortablement assis dans mon fauteuil devant la télévision qu'en janvier 2010, je vois complètement impuissant les images qui vont détruire Haïti, le séisme d'Haïti. Un sentiment d'incapacité, un sentiment d'inutilité me prend et je téléphone immédiatement au président de Gynécologie sans frontières de l'époque en lui demandant bien sûr de m'envoyer sur place car je savais que cette ONG était déjà en Haïti. Sa réponse va complètement bouleverser ma vie. Il va me dire non, on n'a absolument pas besoin de toi en Haïti. Nous avons des internes, des sages-femmes qui sont tout à fait capables de faire des césariennes, des accouchements, et en plus, elles pourront déplacer des gravats, ce que tu ne feras pas. Nous allons t'envoyer au Burundi opérer des fistules obstétricales. Très bien. J'avais jamais entendu parler du Burundi, ou très très peu, et je n'avais jamais vu, et encore moins opéré de fistules obstétricales de ma vie. La fistule obstétricale est une des complications les plus fréquentes de l'accouchement dans les pays en voie de développement. Aujourd'hui, je dis bien aujourd'hui, 800 femmes meurent tous les jours en accouchant. Au dernier journal télévisé, hier, 2 avions remplis chacun de 400 femmes en train d'accoucher se crashent, aucune survivante. Imaginez que nous entendions ce refrain tous les soirs au même journal télévisé. Je pense que ça changerait un petit peu les choses. La fistule obstétricale est une complication de l'accouchement. La tête va être coincée dans le pelvis pendant des heures et des heures, voire des jours. Il va s'en suivre des zones de nécrose avec les organes de voisinage. Et ces nécroses vont conduire à des trous. La fistuleuse est maudite. Elle est maudite parce que par ces trous, elle va perdre les urines, perdre les matières, parfois les deux. La plupart du temps, elle a perdu son enfant. Son mari l'a quittée, elle sent mauvais, elle est couverte de mouches, et même dans la maison, on n'en veut pas. On va la mettre au fond de la cour, près du fumier, avec les animaux. J'ai rapidement compris que je ne savais pas opérer les fistuleuses. Et là, c'est un des grands paradoxes de l'humanitaire. Finalement, ce sont ceux que je venais former qui m'ont apporté les rudiments de la réparation de la fistule. Avec le temps, bien sûr, j'ai fait des progrès, j'ai appris à opérer ces femmes. Et ça m'a apporté une joie immense, une satisfaction, vous ne pouvez pas savoir, parce que chaque fois que nous avions un succès avec ces femmes, nous les amenions à une véritable renaissance. Renaissance de leur féminité, renaissance de leur sexualité, renaissance de leur vie sociale. Et surtout, nous étions comblés quand, elles étaient enceintes. Le Burundi est un petit pays situé dans la région des Grands Lacs, dans l'est de l'Afrique, au bord du lac Tanganyika. C'est donc dans la capitale, Bujumbura, où j'ai exercé pendant 15 jours par an, 2 fois par an, la réparation de ces fistules. Et puis j'ai été appelé dans l'est du Burundi, dans une ville qui s'appelle Ruyigi, dans un hôpital du nom de l'hôpital Rema, que avait créé, surtout pour les femmes et les enfants, une femme assez extraordinaire qui s'appelle Maggie Barankitse, dite Maggie. Nous sommes en 1993. C'est le génocide Hutu-Tutsi, des centaines de milliers de morts, aussi bien au Rwanda qu'au Burundi. Le 23 octobre 1993,
Maggie essaie de protéger dans l'évêché de Ruigi un certain nombre de femmes et d'hommes, les protéger du massacre qui les attendait. Malgré tout, on met le feu à l'évêché et on assassine tous ces hommes et toutes ces femmes devant elle. Certains hommes et certaines femmes vont pouvoir cependant avoir le temps de confier leur enfant à Maggie. Ce jour-là, Maggie devient la maman de 25 enfants. Par la suite, elle va accueillir les orphelins de tout le Burundi. Et en très très peu de temps, elle deviendra la maman aux 30 000 enfants. Mais Maggie savait, elle savait très bien que pour vivre les uns avec les autres, il fallait pardonner. Elle savait très bien qu'on ne peut pas vivre dans ces pays avec l'esprit de vengeance. Alors elle va demander à chacun des orphelins d'aller voir le bourreau de leurs parents, et parfois même leur propre bourreau, et de leur dire « Je te pardonne ». Pour Maggie, la haine n'aura pas le dernier mot, et l'amour est beaucoup plus fort que la haine. De l'autre côté du lac Tanganyika, en face du Burundi, c'est la République démocratique du Congo. Nous sommes à l'est de cette république, dans une région qui s'appelle le Sud Kivu. Dans le Sud Kivu, il y a une ville du nom de Bukavu. Et dans cette ville de Bukavu, un homme, un gynécologue, a créé il y a 20 ans un hôpital qui s'appelle l'hôpital Panzi. Cet homme, c'est Denis Mukwege, prix Sakharov 2014 et surtout, vous le savez, prix Nobel 2018. Denis Mukwege, c'est l'homme qui répare les femmes. Mais pourquoi répare-t-il les femmes? Parce que dans son pays, le viol est utilisé comme arme de guerre. Pourquoi le viol est utilisé comme arme de guerre? Tout simplement pour s'approprier les minerais et les richesses du sous-sol. Quand Denis Mukwege parle de son pays, il dit « Mon pays, c'est une joaillerie, c'est une bijouterie dont les portes sont ouvertes et où tout le monde vient se servir. » Le viol comme arme de guerre, c'est quelque chose de systématisé. Le viol comme arme de guerre, c'est quelque chose de facile et qui coûte pas cher et terriblement efficace. Le viol comme arme de guerre, c'est rentrer dans un village, violer tout ce qu'on trouve, du bébé à la grand-mère, avec son sexe, avec des canons de fusil, avec tout ce qu'on va trouver pour introduire dans le vagin des femmes, avec des liquides qu'on va enflammer. Le tout, c'est de détruire la féminité, c'est de provoquer l'exode, et ça marche parfaitement bien. Si je vous disais que nous avons une petite part de responsabilité dans ce viol utilisé comme arme de guerre, et cette part de responsabilité, vous la portez sur vous. Ce qu'on va chercher dans le sous-sol du Sud Kivu, c'est le coltan. Et le coltan, vous les avez tous dans vos téléphones ou dans vos tablettes. C'est à cause de ce coltan que le viol est utilisé comme arme de guerre dans le Sud Kivu. Dans son hôpital, Denis Mukwege soigne des dizaines et des dizaines de milliers de femmes depuis 20 ans. Il a soigné des femmes violées 10 fois, il a soigné des bébés, il a soigné des femmes qui étaient violées, dont la maman déjà avait été violée auparavant, elle était elle-même issue de viol. Quand j'entends Denis parler de la réparation de ces femmes, il a un mot que je vous livre parce que j'adore cette façon de dire. Il prône une réparation holistique de ces femmes. Ça veut dire une réparation chirurgicale, bien sûr, mais également psychologique, car elles ont un psychotrauma, surtout social, et également juridique, car dans ces pays, le viol est bien sûr impuni. Dans son hôpital, Gynécologie sans frontières va travailler depuis plusieurs années, et j'ai eu
vraiment l'honneur et la joie souvent d'accompagner les assistants de Denis dans l'amélioration de la réparation de ces femmes détruites. Mais je vous parle d'Afrique, je vous parle de fistules, je vous parle de Hutu-Tutsi, je vous parle de choses qui sont très lointaines. Finalement, on n'en entend pratiquement pas parler. Quelque part, on est un petit peu indifférent, ça ne va pas nous empêcher de dormir. Alors, venons dans un pays un petit peu plus proche, vous le savez, celui des droits de l'homme, par exemple, celui du droit d'asile. Dans notre pays, bien entendu, on reçoit de nombreux exilés, de nombreux réfugiés. Ce que vous ne savez peut-être pas, c'est que le nombre de femmes présentes comme réfugiées sur notre territoire est plus important que le nombre d'hommes. Mais les femmes ne se voient pas. On les appelle les invisibles, elles se cachent ou elles sont cachées par les hommes. Et quand nous, on voudra les voir, il va falloir faire des maraudes. Et surtout, il va falloir les apprivoiser. Le parcours de ces femmes est un parcours excessivement violent. Violent à tous les temps. Elles ont subi la violence dans leur pays. Elles ont fui leur pays à cause de la violence. Parfois parce qu'il y avait le viol comme arme de guerre, comme ça se passe avec Daesh ou avec les Rohingyas. Parfois tout simplement pour éviter un mariage précoce ou bien une mutilation sexuelle ou bien tout simplement des violences. Pendant leur traversée, elles ont été victimes de violences des passeurs. Dans les pays qu'elles ont traversés, parfois elles ont été esclaves sexuelles ou esclaves tout court. Et enfin, elles arrivent dans notre pays, et là, elles vont à nouveau subir la loi du plus fort. Parce qu'il va falloir manger, parce qu'il va falloir se vêtir, parce qu'il va falloir se couvrir. Être migrante en France, c'est le summum de l'inégalité homme-femme. Alors, j'ai un peu ri tout à l'heure quand on a parlé de la façon de faire pipi. Mais l'inégalité devant les besoins naturels, parce qu'un homme, effectivement, ça peut faire pipi debout, devant un arbre ou pas d'arbre, mais une femme, ça ne peut pas. Ça doit s'accroupir dans la nature quand il n'y a rien autour d'elle. On baisse sa culotte, et on fait pipi et on devient une proie. Si on n'est pas dans un camp ou à proximité de toilettes où on doit payer l'homme sur la colline qui tient l'ouverture des toilettes. Il y a également des besoins physiologiques qu'ont les femmes, malheureusement, elles ont des règles. Avoir des règles quand on est en migration, quand on est sous la tente, quand on ne sait pas où habiter, quand on est dehors, c'est quelque chose d'épouvantable. On n'a pas de protection. Et comment se laver? Et puis, ces femmes ont été victimes de violences, donc de maladies sexuellement transmissibles, ou bien tout simplement d'une grossesse parce qu'elles ont été violées et que ça a entraîné une grossesse. Mais elles ne peuvent pas aller vers un hôpital. Elles n'ont pas d'argent, elles n'ont pas la langue, et elles ont surtout excessivement peur d'être retenues et qu'on les renvoie dans un autre pays. Mais le pire, c'est quand elles ont un enfant. Un enfant, quand il a froid, quand il a faim, quand il a soif, quand il est malade, la femme va payer, sans rechigner. Et souvent, elle va payer avec son corps. En France, il n'y a plus de camps. Ils ont été tous démantelés. Les migrants, les migrantes sont mis dans des cars. Ces cars partent un petit peu dans toute la France, dans ce que nous appelons les CADA, les centres d'accueil pour demandeurs d'asile. Certains vont fuir, et des femmes parfois également avec ces hommes, et vont vivre après dans des conditions de précarité, d'insalubrité absolument invraisemblables. Depuis novembre 2015, Gynécologie sans frontières est avec eux dans les camps du Nord, dans la région parisienne, dans les camps parisiens. 300 sages-femmes, jour et nuit, se sont succédés pour leur apporter un petit peu de tendresse, un petit peu de bonheur, leur tendre la main et surtout souvent être l'intermédiaire entre les camps, ces femmes, et les hôpitaux, les accompagner dans les hôpitaux. Nous avons même loué des locaux pour mettre
à l'écart, à l'abri des femmes victimes de violences, ou tout simplement, dans les suites d'un accouchement, leur permettre de récupérer ou d'allaiter leur enfant. Alors, ces femmes, ce sont des Afghanes, ce sont des Kurdes, des Syriennes, des femmes d'Afrique, des Érythréennes, des Somaliennes, des Maliennes, de tous les pays. Ce sont quand même des étrangères. Est-ce que ça nous concerne? Il y a longtemps que la photo du petit Elan, ce petit Syrien mort sur la plage turque, il y a longtemps qu'elle est effacée dans notre tête. Nous sommes aussi devenus indifférents. Alors nous, Françaises, Français, tels que nous sommes là, sommes-nous des humains? On peut se poser la question. Aujourd'hui, ou plutôt hier, on a assisté au 144e féminicide. Hier, à Amiens, un homme a battu sa femme et les deux enfants sont grièvement blessés. 144 femmes cette année. Ah, on peut être fier, on peut être content de nous. L'année dernière, il n'y en a eu que 121. Cette année, on a quand même fait très fort. Alors vous avez entendu, on a défilé dans les rues, il y a des accords de Grenelle. Est-ce que l'année prochaine, le chiffre va continuer à augmenter? Est-ce qu'il va baisser? Je ne peux pas vous répondre, mais j'ai quand même beaucoup de doutes. Dans les défilés, il y a quelque chose que je n'ai pas entendu, mais pas du tout, et qui m'a profondément marqué, c'est les crimes collatéraux. En 2018, 21 enfants sont morts, une trentaine en 2019. Ces enfants victimes collatérales dans ces couples violents, ils sont pour rien. Et ceux qui, aujourd'hui, ne sont pas tués, mais qui vivent dans des couples violents, eh bien, deviendront violents eux-mêmes. Alors, je n'aime pas les chiffres. Je n'aime pas les chiffres, mais ils servent parfois à construire ce que l'on a à dire. En France aujourd'hui, dans cette salle, une femme sur 4 a été ou sera victime de violences ou de harcèlement sexuel. En France aujourd'hui, 230 000 femmes sont victimes de viols ou de tentatives de viol. Et sur ces 230 000 femmes, plus de 130 000 ont moins de 16 ans. Et ces filles connaissent 9 fois sur 10 leur agresseur. J'aime pas les sondages. On fait dire ce qu'on veut aux sondages. Mais le dernier sondage 2019 donne 4 millions d'incestes en France. 4 millions d'incestes, 6% de la population féminine a subi l'inceste. Je pourrais vous parler de la prostitution. 90 000, 100 000 prostituées en France, surtout des étrangères, vous ne savez peut-être pas, mais la vie d'une prostituée est plus courte de 40% que la vie d'une femme normale. Vous ne savez peut-être pas qu'à Saint-Denis, une prostituée sur 3 a moins de 13 ans. Mais je peux vous parler également des mutilations sexuelles. Il y en a 100 000 en France, et chaque fois qu'il y a un retour scolaire, il y a encore plus. Je peux vous parler des mariages précoces, je peux vous parler des grossesses précoces, je peux vous parler des maladies sexuellement transmissibles, le sida, le cancer du col. Je peux vous parler des sans domicile fixe, 600 morts cette année en France de sans domicile fixe. Je peux vous parler des femmes qui accouchent dans la rue, il y en a eu plus de 150 à Paris. Je peux vous parler des 700 enfants qui errent dans les rues de Paris. Je peux vous parler jusqu'à ce que vous me criez assez. Alors sommes-nous pas, comme les 3 singes, je ne veux pas voir, je ne veux pas entendre, je ne veux rien dire. Ne sommes-nous pas dans le déni? Ne pas parler, n'est-ce pas criminel? Nous sommes tous humains. Qui dit être humain dit avoir un cœur. Qui dit avoir un cœur dit avoir au fond du cœur de l'amour. Mais à quoi ça sert l'amour si on est tout seul? À quoi ça sert l'amour si on n'aime pas l'autre? Et comment aider l'autre
si on est indifférent. Vous savez ce que dit Maggie encore? Elle dit, le contraire de l'amour, c'est pas la haine, c'est l'indifférence. Gynécologie sans frontières, depuis 25 ans, essaie de lutter contre les violences faites aux femmes. Nous essayons d'humaniser l'humanité. Maggie nous dit, humaniser l'humanité, c'est la seule façon de faire disparaître l'humanitaire. Nous, ONG humanitaires, nous n'avons qu'un seul but, c'est disparaître. Et ça, je crois que vous l'avez compris. Mais comment faut-il faire? Comment peut-on faire disparaître toutes les horreurs dont je viens vous parler? Eh bien, c'est pas difficile, vous l'avez déjà commencé. Ce soir, ouvrez vos yeux, regardez votre voisin, votre voisine, et vous allez voir comment il est beau. Écoutez votre voisin et votre voisine, et vous allez voir comment il parle bien, il ne dit pas forcément que des bêtises. Et avec lui, raisonnez, parlez, communiquez, construisez quelque chose. Et oui, tous ensemble ce soir, humanisons l'humanité. Je vous remercie. Remarkable.